Reprise du débat, l'honorable député de Nanaimo Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'abord reconnaître les sacrifices personnels et économiques qu'ont fait les Canadiens pendant cette période. Les Canadiens ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rester à la maison, pour respecter les ordonnances de la santé publique. Ils ont vécu des difficultés. Des familles de partout au Canada sont en deuil de plus de 23 000 personnes qui ont décédé. Depuis les premières semaines de la pandémie, j'ai demandé au gouvernement d'adopter la même approche que Taïwan. Taïwan a été l'un des premiers pays touchés et aujourd'hui, il se sort mieux d'affaires que bien nombre d'autres pays. Ils ont tiré des leçons du SRAS, ils ont imposé un mandat pour les masques, ont imposé du désinfectant pour les mains dans tous les édifices. L'armée a travaillé avec le gouvernement à la distribution d'équipements de protection individuelle et ils ont mis une loi pour interdire la revente à profit ainsi que l'accumulation d'équipements de protection individuelle. Ils ont également imposé des mesures de quarantaine à l'entrée. Ces mesures ont évité le genre de confinement que nous avons dû imposer ici au Canada. Tôt dans la pandémie, le caucus du Parti vert a demandé au gouvernement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. C'est une loi qui a été très bien rédigée pour remplacer l'ancienne loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures d'urgence aurait permis au gouvernement d'organiser une approche coordonnée avec les provinces et les territoires, de fermer les frontières, d'imposer des quarantaines pour ceux qui entraient au Canada, d'éviter les déplacements interprovinciaux et interrégionaux, de créer différentes zones de contrôle au Canada pour les régions dans lesquelles il y avait de la transmission communautaire. Toutes des choses qui ont été faites en Australie et en Nouvelle-Zélande et dans les autres pays qui ont lutté avec succès contre la pandémie. Mais nos demandes ont été ignorées. Que la loi sur les mesures d'urgence ait été le bon outil ou non, il est clair qu'il a manqué de coordination fédérale dans le cadre de notre réponse à la pandémie. Il nous faut des groupes de travail provinciaux pour assurer une meilleure coordination. La semaine dernière, dans le cadre du débat, j'ai souligné que ce que tous les pays qui ont atteint le zéro en nombre de cas avaient en commun, c'était une stratégie coordonnée. Et il n'est pas trop tard ici au Canada, même qu'il nous faut une stratégie coordonnée plus que jamais. Le secrétaire parlementaire m'a rétorqué que je ne connaissais pas la Constitution et que le gouvernement ne voulait pas créer une crise constitutionnelle. J'ai été abasourdi par la faiblesse de cet argument. Des vingtaines de milliers de Canadiens ont perdu la vie. Notre économie a souffert. Nous avons le plus grand déficit dans l'histoire de notre pays. 180 000 petites entreprises de partout au pays sont sur le bord de la faillite. Des millions de Canadiens ont des difficultés financières. Nous avons une crise de santé mentale, notre taux de suicide a augmenté et nous avons une pandémie de violence conjugale. Les taux de surdose ont augmenté. Nous sommes en pleine troisième vague avec des variants qui se propagent rapidement et plus de cas que par le passé. Nous avons d'autres séries de confinements au Canada dans nos plus grandes provinces. Les Canadiens ont peur, sont frustrés et en ont assez. Nos gouvernements ont fait un mauvais travail en ce qui a trait à la coordination. Mais ils ont réussi à éviter une crise constitutionnelle. Les Canadiens regardent ce qui se passe dans d'autres pays et voient clairement que notre stratégie au Canada n'a pas fonctionné. Le manque de coordination entre le gouvernement fédéral et les administrations provinciales ont mené à la transmission de ces variants et de la COVID-19. Le yo-yo des confinements et des mesures d'assouplissement ont été un échec. L'exemple de la Corée du Sud, de Taïwan et de Nouvelle-Zélande nous montre qu'une autre approche aurait pu nous permettre de réduire considérablement le nombre de cas et de sauver des vies. Mais qu'est-ce que le Canada peut tirer comme leçon? Où avons-nous connu des échecs et comment pouvons-nous changer les choses pour créer moins de difficultés pour les Canadiens et les Canadiennes? Les pays qui ont éliminé la contamination du virus ont des choses en commun. Ils ont une stratégie nationale. Ils ont fermé leurs frontières. Ils ont imposé la quarantaine pour les voyageurs qui revenaient au pays. Ils ont limité les déplacements au sein du pays. Ils ont créé des zones chaudes où il y avait une transmission et des zones vertes où l'économie pouvait se poursuivre. Ils ont créé des zones publiques. Ils ont utilisé des tests de dépistage ainsi que des mesures pour retracer les transmissions. La clé du succès était d'isoler
les transmissions et d'éviter les transmissions communautaires. Ce sont des actions que les députés du Parti vert ont demandées dès le début de la pandémie. Mais au lieu d'une stratégie nationale coordonnée, les Canadiens ont été soumis à des mesures disparates selon la région dans laquelle ils se trouvaient. Parfois, les mesures étaient des mesures politiques plutôt qu'axées sur la science. En Colombie-Britannique, lorsqu'il y a un confinement, les travailleurs ont continué à se déplacer entre les différents camps de travail pour travailler sur les projets comme l'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain. Cela a mené à la transmission du virus dans différentes communautés autochtones. Lorsque Terre-Neuve et Labrador croyaient avoir finalement limité la propagation du virus, un camp de travail a été le centre d'une éclosion qui s'est ensuite propagée ailleurs. Depuis le 6 avril, plus de 100 vols internationaux sont arrivés au Canada sur lesquels au moins un cas de COVID a été détecté. La médecin hygiéniste en chef a indiqué qu'il est presque impossible d'éviter l'importation de nouveaux variants au Canada. Or, d'autres pays ont su éviter la transmission de variants en empêchant les déplacements. Il n'est peut-être pas logique de cibler des pays en particulier, mais nous pouvons nous fier sur le modèle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Je remercie le gouvernement d'avoir créé un groupe de travail avec les médecins hygiénistes en chef des différentes provinces. Mais il nous faut davantage qu'un comité. Il faut éviter les mesures disparates d'une province à l'autre. Le Canada est une fédération. Et il est vrai que les provinces ont compétence sur les soins de santé. Je comprends que le gouvernement fédéral ne veut pas utiliser la loi sur les mesures d'urgence pour imposer une stratégie nationale. Certains gouvernements provinciaux ont choisi de politiser le débat à certains moments et certaines mesures ont causé des torts aux Canadiens. La loi sur les mesures d'urgence n'est peut-être pas le bon outil, mais nous devons éviter que notre fédération nuise à notre réponse. L'Australie est également une fédération. Mais il y a eu une collaboration entre l'administration centrale et les différents États, et la population se porte beaucoup mieux grâce à cette coopération. Les vaccins sont enfin distribués au Canada, mais avec la propagation de nouveaux variants, on ne sait pas encore quelle sera l'efficacité de ces vaccins. Nous devons être prêts à stopper la propagation des variants qui pourraient être résistants aux vaccins. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et un manque de coordination nationale peut encore avoir des conséquences désastreuses. Il y a eu un manque de courage politique pour faire face à ce qui est nécessaire au niveau fédéral au Canada. Des deux côtés de la Chambre, il y a eu peu de volonté de faire quoi que ce soit qui puisse contrarier les premiers ministres provinciaux. Mais le manque de stratégie nationale unifiée contre la COVID-19 continue de mener à de mauvais résultats et de nuire aux Canadiens de plusieurs façons. Il nous faut une coordination nationale forte et plus nous commencerons tôt, meilleurs seront les résultats. Les pandémies ne reconnaissent pas les frontières. Faisons front commun en tant que pays. Atteignons 0 cas et battons la COVID-19. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaire, l'honorable député de Kingston et les Îles. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous avouer que je suis un peu perplexe à l'écoute des deux discours jusqu'à présent des députés du Parti vert. Bon, je pense que le débat de ce soir va être un débat important que nous devons avoir, mais il faut d'abord bien expliquer le contexte. Et je n'aime pas ce que j'entends jusqu'à présent. Les députés du Parti vert essaient de comparer le Canada à des pays qui ne sont pas comparables au Canada. Si on regarde ce qui se passe en Europe, l'Europe a plusieurs frontières. Le Canada a la plus longue frontière au monde. Mais si on regarde le Canada par rapport aux États-Unis, je pense qu'on s'est mieux sorti d'affaires que les Américains. Je pense que c'est une comparaison plus juste que les autres pays du G7. Nous avons eu le deuxième taux de mortalité le plus faible parmi les pays du G7. Donc, je pense qu'il y aura des bons éléments de comparaison, mais je pense qu'il faut bien établir ces comparaisons pour ne pas se tromper dès le départ. Mon collègue n'est-il pas d'accord qu'il serait mieux de nous comparer avec les autres pays du G7 que de nous comparer à la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui ont des réalités géographiques bien différentes de celles du Canada?
L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Eh bien, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont cessé les vols en provenance de l'étranger. Ils ont mis en place un plan pour arrêter la propagation. Et au Canada, nous n'avons pas mis en place des mesures semblables. Bon, je comprends qu'on a une longue frontière avec les États-Unis, que cette frontière représente un défi important pour le Canada. Mais pour ce qui est des vols en provenance de l'étranger, je l'ai dit dans mon discours, il y a une centaine de vols en provenance de l'étranger depuis le 6 avril où il y a eu au moins un cas positif. Des députés en cette Chambre se sont levés pour dire qu'ils connaissent des gens qui sont arrivés de l'étranger et qu'il n'y avait aucune mesure à l'arrivée. Donc, nous aurions pu mettre en place des mesures à l'arrivée plus strictes. Questions et commentaires? L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue, mon voisin de Nanaimo, Lady Smith. Je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il faisait des comparaisons avec l'Australie. Mes beaux-parents vivent en Tasmanie et lorsqu'on les appelle, on se rend compte à quel point leur vie est différente. Ils peuvent aller au restaurant, ils ont un sentiment de normalité dans leur vie. Je suis tout à fait d'accord qu'on aurait dû invoquer la loi sur les mesures d'urgence, qu'il est grand temps que l'on étudie ce projet de loi. Et je pense que c'était très injuste de la part du premier ministre aujourd'hui de faire une comparaison avec la loi sur les mesures de guerre parce que ce sont deux lois complètement différentes. Ma question, Monsieur le Président, porte sur les travailleurs vulnérables, les travailleurs qui sont dans le secteur du tourisme, le secteur du divertissement. Mon collègue est-il d'accord que de réduire la PCR à partir du mois de juillet est la mauvaise approche à adopter parce que nous ne savons pas comment la pandémie évoluera. Je pense qu'il faut donner à ces travailleurs une certaine certitude, au moins pour les mois à venir. Donc, mon collègue est-il d'accord? L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford, mon voisin. Je suis d'accord avec lui. Il faut continuer de protéger les travailleurs. Ce que l'on a vu, c'est une réticence de la part du gouvernement de l'Ontario de mettre en place des congés de maladie rémunérés pour permettre aux travailleurs essentiels qui permettent de garder les épiceries ouvertes de prendre des congés de maladie. Ces derniers se rendent donc au travail même si ils sont malades et contaminent les autres. Donc oui, il faut protéger les travailleurs et les travailleuses. C'est essentiel qu'il y ait des mesures de soutien pour nous permettre de sortir de cette pandémie. Si on permet aux travailleurs de travailler dans des camps de construction, pourquoi des mesures alors qu'il n'y en a pas pour les enseignants et les enseignantes, pour les travailleurs essentiels? Pourquoi toujours ce favoritisme pour l'extraction de ressources naturelles? Ce qui est important, ce n'est pas le projet Coastal GasLink, ce sont les travailleurs.